Donc nous allons vous présenter une étude de cas de la réduction de temps d'immobilisation des avions grâce à la chaîne critique. Juste pour avoir une idée rapidement, est-ce que vous savez ce que c'est la chaîne critique? Juste à main levée. Ok. Donc l'idée c'est de vous présenter ça avec mes collègues d'Embraer. Rapidement sur l'agenda, assez simple. Une introduction, le contexte, en fait, qu'est-ce qui a amené Embraer à opter pour ce principe, la chaîne critique. Rapidement, les principes de base de la chaîne critique, les actions qu'on a mis en œuvre, les résultats et les prochaines étapes globalement en conclusion. Juste pour vous présenter un peu Embraer en quelques chiffres. Embraer, c'est un constructeur aéronautique brésilien, le 3e mondial, situé derrière Airbus et Boeing. On est sur trois gros piliers. Le premier, l'aviation commerciale, avec la flotte des E-Jet. Donc vous pouvez voir ces avions avec la compagnie aérienne HOP en France. On a la division défense avec les Tucano, des avions de formation pilote vendus au gouvernement, et l'arrivée du KC-390, un avion de transport de troupes. Aujourd'hui, nous, on représente la partie aviation d'affaires de Embraer, donc avec un panel important d'avions, donc 2 types de Phenom, 4 types de Legacy aujourd'hui et un Lineage. Il faut savoir que Embraer, c'est un acteur tout jeune dans l'aviation d'affaires. On a démarré cette activité en 2002 et le centre de maintenance a vu le jour en 2008. Donc on est vraiment très très récent dans le domaine, et aujourd'hui on est en charge du support client pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Les équipes de maintenance sont divisées en 2, travaillant sur 5 jours. Donc quand on parle d'équipe de maintenance, on parle de logistique, on parle de techniciens de maintenance et du bureau de planification. On a une équipe 4 on 4 off dédiée au support 7 jours sur 7 de nos clients. Et dans les infos sur l'année dernière, on a un hangar donc situé sur l'aéroport du Bourget en Ile-de-France qui fait 3000 m² avec 3 slots pour un avion de type Legacy 600, donc l'avion que vous voyez sur les 2 slides du dessous. Et le hangar est quasiment complet toute l'année, et donc on a des difficultés à pouvoir accepter plus de clients. Le fait d'appartenir à Embraer nous oblige à supporter nos clients. Les clients, comme vous achetez votre véhicule, vous allez vouloir en priorité peut-être aller chez votre constructeur et pas chez un autre réparateur agréé. On a des clients qui ont des difficultés sur certains troubleshooting ou qui ont un avion qui vient d'être livré. Leur priorité est de l'amener chez le constructeur, donc chez nous. Politiquement, il est compliqué aujourd'hui de refuser un client en maintenance. Pour vous présenter un peu le contexte, donc ça, vous voyez avec honnêteté, c'est un audit qui a été effectué avec Maris Consulting et toutes nos équipes. Donc, pendant 2 jours, l'équipe de Maris Consulting est venue poser des questions à tout le monde, et on a ouvert nos portes et on a dit répondez honnêtement. Aujourd'hui, il y a certaines problématiques. Il faut qu'on comprenne comment on peut vous assister au mieux et répondre aux différents problèmes que vous avez directement sur avion. La valeur ajoutée qu'on a dans un centre de maintenance, c'est le technicien aéronautique. Ce qu'on vend, c'est de la tâche de maintenance effectuée. Chaque tâche de maintenance qui est effectuée par un technicien aéronautique, c'est de l'argent qui peut rentrer dans la société. Donc vraiment, chaque minute que gagne un technicien aéronautique sur une tâche de maintenance, c'est de l'argent, c'est des minutes qu'on peut proposer à notre client, c'est un nouveau client qu'on peut avoir et un nouveau revenu qu'on peut avoir au sein de la société. Donc sur ces difficultés qu'on a pu voir lors du premier audit, on a vu des problématiques au niveau de la planification, donc préparation du dossier, planification de l'ordonnancement d'une visite. L'une des plus grosses problématiques était au niveau logistique, donc à peine 40% des pièces arrivaient en temps et en heure au sein du centre de maintenance. Donc une demande de la part d'un mécanicien pour obtenir une pièce. Je pense que vous pouvez comprendre facilement que si on n'a pas de pièces pour effectuer une tâche, on ne peut pas continuer à faire de la maintenance. Les travaux supplémentaires
pendant une check, pendant une maintenance en base, vous allez trouver des travaux supplémentaires pendant la visite. La réglementation aéronautique nous oblige à demander une autorisation auprès du client pour pouvoir effectuer cette tâche. Vous laissez votre voiture en maintenance, le filtre est à changer, il n'était pas prévu, vous voulez que le garagiste vous appelle et vous demande votre autorisation. L'EASA, donc la réglementation européenne aéronautique, nous oblige à demander ça avant d'effectuer cette tâche physique. Donc aujourd'hui, on a une problématique à obtenir de la part du client son approbation afin d'effectuer la visite avec l'ordonnancement qu'on a effectué dès le départ. On avait une problématique pour la gestion des équipes en termes d'heures, savoir qu'est-ce que faisaient nos mécaniciens, leur donner les réelles priorités de la journée. Et on avait un manque de visibilité sur vraiment l'activité quotidienne du hangar. La visibilité qu'on donnait directement au bureau de planification auprès de notre direction était erronée. On donnait une visibilité en termes d'heures effectuées. On était complètement en dehors de la réalité du hangar. On n'utilisait pas d'outils pour gérer la planification future de visite. Donc on avait des problématiques entre notre commercial qui, son métier premier est de vendre de l'espace hangar et notre capacité à sortir des avions plus rapidement. Comme je vous ai dit, le volume de lignes, donc ce qu'a expliqué Julien Grimm, la maintenance en ligne, le volume de lignes et d'AOG impactait directement le travail de nos équipes parce qu'on était obligé de dépeupler nos équipes qui travaillaient en base pour les mettre sur des avions qui venaient sur des slots plus courts avec des problématiques plus importantes en maintenance. Juste pour vous donner un détail, l'AOG, c'est l'acronyme de Aircraft on Ground. Donc c'est un avion, c'est tout bêtement, le moteur ne fonctionne pas, on ne va pas faire décoller l'avion. Aujourd'hui, dans l'exécutive, on pousse un peu ce raisonnement. On a des clients qui achètent pour nous, dépendant de la gamme, des avions qui vont de 9 millions à 60 millions de dollars. L'avion dont la machine à café ne fonctionne pas, pour le client, c'est un AOG. Donc on est beaucoup plus contraint par rapport à nos clients sur ce type d'activité. On a poussé un peu pour schématiser le graphique, notre problématique. Elle est simple, les avions prennent du retard. Le service commercial, voire la direction, se dit on va commencer les avions plus tôt pour essayer de les sortir plus rapidement. La problématique, c'est qu'on rentre de plus en plus de flux en production et on se retrouve avec beaucoup plus de tâches et d'avions à effectuer en même temps. Qu'est-ce que ça provoque? L'équipe n'est pas extensible, on garde la même équipe, on met beaucoup plus de travail en production, on rentre dans du multitâche, on essaye de partager nos équipes et on se rend compte rapidement qu'on n'est pas en train de faire plus d'avions, mais on est en train d'augmenter les cycles qu'on a et perdre de la disponibilité en gare. Je laisse la parole à Céline. Pour vous expliquer un petit peu le principe de base de la chaîne critique, tout part à travers ce bouquin-là. Une autre question, qui a lu ce bouquin-là? Le but? Ouf, sauvé, il y en a au moins 4. Alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, honnêtement, je vous conseille de le lire, ça se lit très bien. C'est un best-seller, c'est écrit comme un roman. Ça décrit la vie d'un chef d'entreprise qui a sauvé son usine en appliquant les principes de base de la théorie des contraintes. Rapidement, la théorie des contraintes, pour vous expliquer la différence entre théorie des contraintes et chaîne critique. La chaîne critique, c'est l'application de la théorie des contraintes en gestion de projet. Dans tout ce qu'on vous décrit là, on assimile les avions à des projets parce que vous savez très bien qu'un avion ne ressemble pas à un autre. Donc je vous le conseille, je ne sais pas si ça fera partie des questions dans un examen. Sachez que la théorie des contraintes présente plusieurs éléments. Aujourd'hui, on va parler principalement de la chaîne critique en gestion de projet. Une petite page de pub, si vous voulez en savoir plus sur le reste, n'hésitez pas à visiter notre site, Maris Consulting, ou encore notre chaîne YouTube. Alors, la théorie des contraintes, elle a un principe qui est assez simple, qui est basé, comme disait tout à l'heure monsieur, sur le BSP. On dit que dans tout système, il y a forcément un maillon faible, et ce maillon faible qui détermine la performance de l'ensemble du processus.
Donc si on dit ça, on est bien d'accord pour illustrer un petit peu mes propos. Si je reprends un petit peu les cuves qu'on a là, c'est une schématisation de cuves avec des niveaux d'eau, où chaque cuve, il y a un niveau de débit. Le débit le plus faible, c'est là où il y a la loupe. On est d'accord que si j'augmente le débit de cette cuve-là, tout le débit va augmenter de l'ensemble du process. Ce qui n'est pas du tout vrai pour les autres cuves. Tout ça pour vous dire quelque chose qui est, et là pour le coup c'est pas du tout intuitif, la somme des optimums locaux n'est pas du tout égale à l'optimum global. Si on augmente l'ensemble des débits, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va limite on va perturber le flux et ne pas générer autant de performance. Et contrairement, si on applique la théorie des contraintes, je me focalise sur le goulot ou la contrainte. Et si j'améliore cette performance, forcément, je vais améliorer la performance de l'ensemble. Alors, dans la gestion de projets traditionnels, il y a plusieurs phénomènes qui font que nous allons créer de la protection au local. Il y en a un, je pense qu'il vous parle très bien, qui s'appelle le syndrome de l'étudiant. Pour vous expliquer ça, si quelqu'un vous donne une tâche à faire pour le vendredi prochain, à main levée, combien de personnes ils vont la commencer le jeudi soir? Il y a, 4 personnes honnêtes. Il existe des phénomènes qui font que forcément on va créer de la protection au local, une certaine marge pour assurer la livraison de notre livrable. Je vous en cite un autre, je ne vais pas forcément tous les parcourir. La loi de Parkinson, imaginez que je dispose de 4 heures pour faire une tâche, si je la fais en 2 heures. Combien d'entre vous vont aller voir le chef et dire « Chef, j'ai fini au bout de 2 heures ». On est d'accord que si je fais ça, le prochain référence fail va bouger de 4 à 2 heures. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets de côté, je m'occupe et je le livre à la date. Ou sinon, j'essaie de peaufiner. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système qui cumule des retards, parce que quand je suis en retard, je vais le dire, je ne pourrais pas le cacher, mais par contre, jamais de l'avance. Un autre phénomène qui est pour moi le plus dévastateur, c'est ce qu'on appelle le multitâche, qui n'est pas du tout productif. Pour vous illustrer ce principe-là, j'aurais besoin de 2 volontaires. Est-ce qu'il y a 2 courageux dans la salle? Allez, merci. Premier, un autre. Allez. Alors, votre prénom c'est? Timothée. Timothée et Vincent? Valentin. Vous avez un téléphone? Oui. Il faudra prendre le chronomètre. Donc, ce qu'on va faire là, on va simuler un projet. Le projet consiste à faire 2 tâches, tâche A et tâche B. La tâche A consiste à réciter l'alphabet jusqu'à R, et la tâche B consiste à réciter les nombres impairs jusqu'à 35. C'est exactement le même projet, par contre, on va le faire de 2 manières différentes. Premier cas, on va faire du monotâche. Donc on va faire la tâche A, je finis, je mets de côté et j'attaque la tâche B. Donc c'est avoir l'alphabet jusqu'à R. L'alphabet jusqu'à R, après on attaque de A à 35. Et on a notre chef de projet qui chronomètre. Allez-y, tâche A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. On en fait la suite. Donc là, 1, Impair. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21... C'est jusqu'à combien? 35. 35, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Combien de 18 secondes. 18 secondes. Bravo. Vous avez battu le record. Je pense pas. On va exécuter le même projet. Mais par contre, on va le faire en multitâche. Multitâche, c'est-à-dire on va faire tâche A. Il y a le chef qui va venir, il va dire arrêtez, faites la tâche A à B. D'accord. Arrêtez, faites la tâche A. Donc ça va donner A1, B3, C5. D'accord, à chaque fois j'échange. Jusqu'à 35, jusqu'à R35. Pardon. D'accord, ok. Et on va et donc on va mesurer le temps. Quand vous voulez. Ok. A1, B3, C5, D7, E9, F11, I13, J15, K17, L19. Soufflez un peu là. M21, N23, O25. Je vous propose d'arrêter. Ouais, ça, je pense que là c'est mort. C'est ça. Ouais. Donc vous avez Merci beaucoup. C'est très gentil.
vous avez la preuve que le multitâche est vraiment antiproductif. Dites-vous que dans la vraie vie, c'est la même chose. On est tout le temps perturbé, on commence quelque chose, on va essayer d'attaquer l'autre. Je ne sais pas si monsieur peut témoigner. Parfois même le cerveau, il a du mal à se caler par rapport à ce qu'on a. Ok. Donc, c'est juste pour vous montrer le côté dévastateur du multitâche. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chaîne critique? Elle nous dit tout simplement, arrêtons de protéger les tâches dans un projet. Protégeons tout le projet. C'est le plus important. La date la plus importante, c'est la date finale, et non pas les dates intermédiaires. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tous les phénomènes qu'on a listés tout à l'heure, si je décris un petit peu un projet avec une tâche rouge qui prend 4 jours, une tâche bleue qui prend 16 jours, une tâche verte qui prend 12 jours, donc on va venir diviser la durée par 2. Une fois qu'on a divisé les durées par 2, on va prendre toutes ces marges et les mutualiser tout à la fin. Et on va les diviser par 2, et à la fin, on va créer ce qu'on appellerait un buffer. Le buffer, c'est un tampon qui va nous protéger par rapport aux aléas, par rapport à la variabilité. À côté de ça, nous allons créer ce qu'on appelle la fever chart. La fever chart, c'est juste un moyen de piloter l'avancement d'une manière efficace de notre projet, où on affiche, nous voyons là, le pourcentage d'avancement de la chaîne critique, et on ordonnait la consommation du buffer. Tout ça sur un code couleur vert, jaune et rouge. Il y a un terme que j'aime bien dans ce graphique-là, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'ordonnancement dynamique. C'est de l'ordonnancement qui prend en compte la variabilité et les aléas, parce que ça existe et il ne faut pas les négliger. Donc cette vue-là qu'on peut avoir, c'est une vue monoprojet, juste sur un avion. On a exactement la même chose sur l'ensemble des projets. Donc l'idée, en une vue, j'ai tous mes projets et j'arrive à voir qui sont à l'heure et qui ne le sont pas, qui ne sont pas potentiellement en retard. Donc, entre guillemets, ça donne une notion de priorité et ça change un petit peu du choix d'attaquer un projet, entre guillemets, à la tête du client ou parce que c'est le commercial qui gueule le plus fort. On va mettre toutes les ressources dessus. C'est une description de la chaîne critique en 10 minutes. Plus court, c'est... Donc là, on va vous expliquer concrètement comment ça a été mis en place chez Embraer. Bonjour, je m'appelle Cédric Roche, je suis planificateur de maintenance chez Embraer depuis maintenant 4 ans. Et je vais vous présenter un peu comment on a mis en œuvre la chaîne critique et qu'est-ce qu'on a fait pour coller au mieux à cette théorie. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de repenser complètement notre façon de planifier nos maintenances pour coller au mieux au principe de la chaîne critique, notamment pour éviter le multitâche. Donc pour ça, on a arrêté de déposer l'ensemble des accès de l'avion, de toutes les trappes, etc., pour commencer toutes les zones en même temps. C'était ce qu'on faisait avant. On s'est aperçu qu'en fait, c'était du multitâche, de commencer toutes les zones en même temps, de séparer toutes nos équipes pour attaquer un coup les ailes, un coup les moteurs, etc. Donc ça, on a complètement arrêté. On a focalisé l'ensemble de nos équipes sur des zones plus réduites, avec des échéances à court terme, en créant un macro-planning qui nous permet de voir au fur et à mesure l'avancée de notre visite, avec des objectifs à court terme, comme par exemple mettre l'avion sur vérin au bout de la fin de la première semaine, envoyer des pièces en réparation au bout de la deuxième, etc. Et ça nous a permis déjà de focaliser nos équipes, de motiver nos équipes pour finir des objectifs qui sont plus concrets. Et voilà un peu la philosophie qu'on a appliquée pour réduire nos temps d'intervention. On a formé toutes nos équipes au principe de la chaîne critique pour qu'ils comprennent ce qu'on mettait en place, pourquoi on faisait ça, et un peu pour les sensibiliser au fait que si on arrêtait de travailler sur une zone le premier jour, ça n'allait pas forcément nous retarder à la fin, c'était au contraire un gain de temps. Parce que ça, au niveau mentalité, c'était pas facile à faire passer pour nos équipes. Ensuite, en fonction du macro-planning qu'on a défini, qu'on a créé, on a créé un planning sur MS Project en listant non pas l'ensemble des tâches qui équivaut à un peu plus de 1200 tâches. Une tâche, c'est une inspection sur avion, donc ça peut être une inspection, une réparation sur un composant, un remplacement, etc. Plutôt que de suivre et de rentrer 1200 tâches dans un planning, on a créé ce qu'on appelle des packages qui regroupent plusieurs tâches. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur notre planning. Ça nous permet de mieux gérer les impacts d'une tâche envers une autre, enfin plutôt d'un package envers un autre,
Si on décale un package, quel est l'impact sur les autres? On a plus de visibilité là-dessus et plus de facilité à lire notre planning. Pour mettre en place la chaîne critique, on a divisé tous nos temps, on a créé des durées un peu plus agressives que ce qu'on avait prévu à l'origine pour nous permettre de créer un buffer à la fin de la visite. Donc on a enlevé les protections individuelles des tâches, enlevé les marges qu'on prenait sur chaque tâche et on les a mutualisées à la fin pour créer un buffer sur l'ensemble de la visite. On a également pris en compte ce qu'on appelle un buffer fanning, c'est modéliser en gros la charge de travail qui va être suite aux découvertes de défauts sur nos avions pendant les inspections. C'est des choses qui ne sont pas prévues à l'origine et si on ne modélise pas dans un planning, on peut vite consommer énormément de temps par rapport à ce qu'on avait prévu. On s'est ensuite assuré que le planning respectait tous les principes de base de la chaîne critique et on l'a optimisé au maximum pour faire passer cette visite en 5 semaines qui était notre objectif initial pour être le plus attractif et le plus concurrent possible par rapport à nos concurrents et être attractif par rapport à nos clients. On a également modifié un peu notre salle de contrôle pour permettre de visuellement mieux gérer un avion, mais également l'ensemble des avions. Ce que vous voyez sur la photo de gauche, alors tout à gauche de la photo, c'est la fever chart. Donc ça nous permet à tout le monde de savoir au jour le jour quelle est l'avancée sur le chantier. Est-ce qu'on est en retard, en avance, ou est-ce qu'on est juste au bon moment. Le planning est également détaillé, ce qui permet à tout le monde de voir quelle est la prochaine étape qu'il a à faire. Et sur la droite de cette photo, vous avez toutes les tâches qui sont réparties. Donc le tableau de gauche, c'est le tableau de l'équipe du matin, le tableau de droite, l'équipe du soir. Et de cette manière, tout le monde sait ce qu'il a à faire en priorité. Et les tâches sont déjà définies tout au long de la vacation, ce qui permet, quand ils ont fini une tâche, de passer directement à la suivante. Il n'y a pas de temps d'attente entre deux tâches. Et ça nous permet d'éviter que les mécanos restent à rien faire dans l'hangar, en gros. Ils savent tout de suite ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin d'attendre l'aval de quelqu'un pour commencer la prochaine étape. En bas à droite, c'est notre planning à la semaine, avec un écran qui nous diffuse le planning sur l'ensemble du mois. Donc ça nous permet de savoir quels sont les avions qui vont rentrer, quels sont les avions qui sont en ligne ou en AOG qui vont impacter potentiellement les avions qu'on a en base. Pendant l'exécution des maintenances, donc tout le monde sait ce qu'il a à faire grâce au tableau. Toutes les tâches sont réparties, sont données par nom à toutes les équipes. À la fin de chaque shift, donc à la fin de chaque vacation de travail pour chaque équipe, toutes les cartes de travail sont remises au chef d'équipe et au planificateur. Il n'y a pas de tâches qui sont considérées comme en cours. Soit c'est fini, soit c'est directement replanifié à l'équipe suivante ou à une date ultérieure en fonction d'une arrivée de pièces ou s'il y a un blocage particulier par rapport à l'état de l'avion. On ne garde rien en cours, tout est replanifié. On va éditer une fever chart tous les jours. Ça nous permet de suivre l'avancée d'un avion, mais également l'avancée de tous nos avions en même temps, et de prioriser les avions en fonction de leur avancée, savoir sur quel avion il faut qu'on focalise notre équipe et quel avion on peut laisser un peu en stand-by jusqu'au lendemain. Avant de passer aux conclusions, je vais revenir juste sur le graphique de la fever chart. C'est un outil extrêmement puissant pour les managers et les responsables, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est envoyé quotidiennement à toutes les équipes. Et avant, les managers qui entraient dans du micromanagement, qui essayaient de comprendre ce qui se passait sur tous les avions, sur toutes les tâches, sur toutes les pièces, aujourd'hui, ils ont juste besoin de se focaliser sur ce qui est dans le rouge. Ce qui est dans le rouge est problématique. Ce qui est dans le jaune ou est dans le vert est géré par vos équipes. Donc vous vous posez plus les questions. Ce qui est dans le rouge mérite une analyse et mérite une action de votre part. C'est peut-être la seule action que vous allez avoir à faire dans votre journée, c'est résoudre une problématique d'un avion qui est dans le rouge sur laquelle votre équipe n'est pas capable de répondre dans l'immédiat. Donc c'est vraiment aujourd'hui, ça nous donne un focus et ça nous enlève ce micromanagement qui perturbait les équipes auparavant. Pour vous donner les résultats depuis, pour vous donner un petit peu d'historique, depuis 2006, Embraer a créé le P3E, qui est un plan calqué sur le plan Toyota Lean, donc P3E pour plan d'excellence entrepreneuriale Embraer, qui a commencé en 2006 au Brésil et qui a été déployé en 2008 au sein de l'unité en France. Donc depuis 2008, on a ce plan d'amélioration continue sur lequel notre équipe a été directement intégrée, sur lequel on a eu des trainings effectués,
sur lequel on a eu notre façon de travailler a été revue pour calquer à ce plan. Donc en 2013, avant 2013, on s'apercevait que nos checks 2C Legacy étaient effectués en plus de 63 jours, avec une consommation d'heures techniciens importante. Sur l'axe vertical, malheureusement, je ne peux pas vous diffuser les chiffres en consommation d'heures. Et donc en 2013, on avait décidé d'attaquer un premier projet qu'on a appelé le projet Lean, sur lequel on attaquait les réductions de temps. Donc un brainstorming effectué avec l'ensemble des équipes, sur lequel on a eu une dizaine de projets effectués sur l'année 2013 et qui nous avaient permis déjà d'avoir des résultats assez intéressants en 2013. La problématique de ce premier projet, ça a été la maturité de l'époque et la robustesse qu'on avait. On n'a pas été capable de 2013 à 2015 de répéter cet effort parce que c'était une charge de travail trop importante à remettre en œuvre pour chaque maintenance. En 2015, on a attaqué ce projet de théorie des contraintes et on a pu voir que les résultats étaient meilleurs que ceux du Lean, mais surtout c'était un projet qu'on a réussi à appliquer à l'ensemble de notre activité de maintenance. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à répéter avec sans problème et avec je vais dire moins de soucis d'effort à chaque check. Donc voilà, pour vous dire, il y a deux coquilles sur cette slide. Donc la première, c'est on vous diffuse des informations sur un projet Lean. C'est un projet c'était un one shot. On n'a pas été capable de le répéter parce que voilà par difficulté à le remettre en œuvre. Et le deuxième point, c'est l'écriture TOC versus Lean. Il n'y a pas, c'est pas deux méthodologies qui sont en opposition. Ce qui a été effectué en 2013 n'a pas été perdu. Ce qui a été effectué en 2013 sur les bases du Lean, c'est les bases du projet qu'on a effectué. On avait eu des bonnes bases qu'on a gardées en place et qui nous ont permis d'intégrer la chaîne critique en moins de 4 mois au sein du centre de service. Donc voilà, le Lean est un outil qui peut travailler avec la théorie des contraintes sans aucun souci. C'est pas deux méthodologies en opposition. Les phénomènes qui disparaissent, donc un point important, on pense aux résultats financiers, on pense au fait qu'on va sortir un avion plus rapidement de nos clients, mais le point important qu'on a dans une entreprise, c'est nos employés et la satisfaction qu'ils ont de travailler chez nous. Donc quand vous avez des avions qui sont tout le temps en retard, quand les équipes de direction mettent plus de pression pour les sortir, ça rend l'environnement de travail difficile. Aujourd'hui, c'est des phénomènes qui disparaissent parce qu'on a un contrôle plus important des livraisons avions. On a des discussions plus élaborées avec notre service commercial et donc avec nos clients. La charge de travail paraît moins importante parce qu'elle est organisée. Les techniciens ne travaillent pas moins, ne travaillent pas plus. Ils sont plus efficaces quand ils travaillent directement sur avion. Les priorités, on essaye, on va pas supprimer le multitâche, mais on va réduire le multitâche. Les ressources insuffisantes, donc c'est le phénomène on n'arrive pas à sortir des avions, on a des avions qui rentrent de plus en plus. La sensation qu'on a, c'est on aurait plus d'employés, on sortirait plus d'avions. C'est faux. Aujourd'hui, s'organiser mieux, avoir un travail d'équipe, réduire le multitâche, c'est ce qui permet de monter en maturité et de voir si vous avez réellement besoin de ressources ou pas, gagner en efficacité. Donc, le dernier point, le stress provoqué par l'environnement de travail, ouais, c'est la conséquence de toute problématique dans un centre de maintenance où une journée perdue de vol, c'est financièrement difficile pour un client, donc c'est un impact direct sur notre image en tant que constructeur aéronautique et en tant que centre de service. Des points qui n'ont pas été évoqués en conclusion, c'est en termes de compétitivité par rapport à d'autres centres de service, être capable de sortir des avions beaucoup plus rapidement, c'est un point important pour le choix d'un client. Si on dit à un client qu'on sort un avion en 2 à 3 semaines plus rapidement qu'un de nos concurrents, ces 2 à 3 semaines, il est capable de les montrer par un résultat financier et de comparer nos deux offres. Sur notre proof of concept, on était en compétition avec un autre centre de service autorisé qui avait un taux horaire bien plus bas que le nôtre parce que n'évoluant pas en France,
on a été beaucoup plus compétitif parce qu'on a été capable de sortir un avion beaucoup plus rapidement. Le calcul a été simple pour le client. Les prochaines étapes, aujourd'hui, on a eu donc un proof of concept qui a eu lieu entre juin et septembre, qui s'est bien passé, donc sur un monoprojet. On est passé en multiprojet donc pour l'ensemble du centre de service au mois de novembre. Et depuis, on a l'ensemble des checks des maintenances en base qui sont effectués sous chaîne critique. L'objectif, c'est de continuer à réduire le temps d'immobilisation avec nos techniciens. On peut pas se satisfaire des premiers résultats que nous avons eus. On va continuer à trouver où sont les points sur lesquels on peut jouer pour réduire ces temps. Ce qui est intéressant depuis novembre, c'est que via ce projet, via la méthode qu'on a au sein d'Embraer, on a des techniciens qui viennent quotidiennement nous proposer des améliorations continues. Sur le mois d'octobre-novembre, on pouvait voir toutes les semaines des points de détail montrés par des techniciens, des petits changements, mais des améliorations quotidiennes. C'est-à-dire qu'on a réussi à lancer un cycle au sein des équipes de production qui viennent nous proposer régulièrement des points d'amélioration. La mise en place, aujourd'hui, il y a la création d'une interface complète entre notre logiciel de maintenance. Donc on a un logiciel de maintenance propre à notre activité et le logiciel de maintenance qui gère la chaîne critique. Aujourd'hui, on utilise une passerelle manuelle qui nous permet de travailler entre ces deux logiciels. L'objectif qu'on a avec le centre au Brésil, c'est de pouvoir avoir une interface directe pour éviter le temps manuel et la perte d'informations entre les deux logiciels. On gère, comme je vous l'ai dit, essentiellement l'activité base en chaîne critique. On est en train de travailler sur différentes méthodologies pour gérer la ligne et l'AOG, donc qui sont des maintenances qui peuvent aller de 2 à 3 heures à peut-être 1 ou 2 jours, mais vraiment des maintenances courtes avec une variabilité importante, pas forcément programmées, des problématiques de troubleshooting, donc des pannes à résoudre. Donc on est en train d'essayer de travailler sur une méthodologie pour aussi gérer cette partie-là. On a été précurseur au sein des centres de services Embraer au monde sur cette méthodologie. Aujourd'hui, on a 3 centres de services basés aux États-Unis, 2 basés au Brésil. Et depuis le mois d'octobre, on travaille sur l'implémentation de la chaîne critique au sein de leur organisation. Ce qui est intéressant, ça va être pour cette année 2016 de voir le côté challenging qu'on va avoir pour qui va montrer de nouvelles idées et où vont être les best practices à l'avenir et comment on va pouvoir les implémenter entre les différents centres de services. Si vous avez des questions ?